Bonjour à tous, bienvenue dans le Swish Brunch, votre rendez-vous dominical, pas sur la WNBA cette fois-ci, à nouveau, puisqu'on est en pleine période de Jeux Olympiques. Aujourd'hui, je suis avec Flo. Flo, franchement, ça va me faire du bien de parler de basket féminin, parce que comme tu t'en doutes, je suis un peu sur le front de l'actualité du basket masculin, où c'est un peu du drama, de la sitcom, tout ce que vous voulez. Donc ça va faire du bien de parler de basket avec des filles. Ah bah oui, et en plus, l'équipe de France féminine, pour une fois, c'est pas elle qui génère du drama, pour une fois, c'est pas elle qui critique, qui génère des critiques sur son jeu. Je dois dire que pour le moment, c'est un peu la croisière s'amuse du côté de l'équipe féminine, donc Ça peut c'est encore franchement changer, pas hein. mal. Ça peut encore changer, hein. On est Oui, oui, toujours, oui, mais on est jusqu'à toujours- présent, à, écoute, à l'heure où on enregistre ça, la France est toujours première du groupe B, va affronter l'Australie plus tard dans la journée. La Belgique va bientôt entrer. Au moment où vous regarderez cette vidéo, la Belgique sera sans doute en train de jouer contre le Japon, un match crucial. On va aussi évidemment parler de la Belgique parce que c'est toujours une équipe qu'on aime et qui nous intéresse. Je te propose qu'on fasse un petit point peut-être sur les groupes pour ceux qui n'auraient pas trop suivi, qui démarreraient la compétition seulement maintenant. Si on fait groupe par groupe, alors le groupe A qui nous intéressait moins forcément parce qu'il n'y avait ni la France ni la Belgique, ce groupe-là est déjà plié, toutes les rencontres ont été jouées. L'Espagne, dont on se disait qu'elle était un peu en transition, on ne savait pas trop ce qu'il attendait, les Espagnols ont remporté leurs 3 matchs. Contre la Serbie, la Chine et Porto Rico, avec plus ou moins de facilité à chaque fois, mais les Espagnols sont en tête et qualifiés donc pour la suite. Ensuite, on a la Serbie en deuxième position, la Chine en troisième, et donc Porto Rico quatrième, et la Chine, on peut le dire d'ores et déjà, je me demande si elles ne sont pas déjà qualifiées en tant que troisième, vu qu'elles ont -1 de différentiel et que ça se joue à ça entre les 3 équipes qui vont finir troisième. Pour rappel, ça se jouera au point avérage entre elles pour déterminer les 2 meilleures qui auront le droit d'aller en quart de finale. bah, je pense que mathématiquement, tu as toujours un scénario où tu as deux équipes qui font des plus 50 dans leur match, mais ça semble bien parti pour la Chine, c'est clair. La Chine qu'on avait vu comme favori du groupe, qui Ouais. finalement nous a quand même pas mal déçus, Mm. hein. On s'attendait quand même à voir le trio de WNBAers un peu au-dessus, ce qui a été le cas pas toujours. Elles n'ont pas réussi à toujours être bonnes les trois ensemble en même temps, en fait. Et par contre, le reste de l'équipe a pas matché le Non. niveau, donc ça a été compliqué pour la Chine. Au final, elle se rassure en battant Porto Rico, qui était vraiment l'équipe la plus faible du groupe Mm. au niveau du talent, qui par contre s'est battue dans tous les matchs, a proposé du jeu. Enfin voilà, on sait bien Porto Rico, ça joue sans complexe. Sinon pour le reste, la Serbie et l'Espagne qui s'en sortent dans ce groupe, je vais dire un peu à l'expérience et un peu bon, pour la Serbie, un bon coaching, Mm. et pour l'Espagne, quand même, des certitudes dans son jeu et dans sa manière de jouer. Mais c'est clairement pas la grande Serbie, c'est clairement pas la grande Espagne. La grande Espagne, je l'ai trouvé. C'est à la fois bizarre de dire ça parce que quand tu gagnes 2 matchs de 1 point, Mm. tu peux te dire que c'est que tu arrives à assurer les choses. Mais en fait, pas spécialement sereine. Le match contre la Serbie, elles sont juste en train de broyer la Serbie. La Serbie, c'est Ouais. hyper pauvre dans le jeu. Mm. Je sais même pas si elles ont mis 40 points au début du quatrième quart. Mais bon, sur saut d'orgueil, on sait bien, Yvonne Anderson, ça lâche rien. Et l'Espagne arrive à se faire remonter à 10 ou 11 points, je crois, fin du match. Donc, peut-être même moins. Mm. Non, c'est 8 points, je pense, à la fin Ouais. du match. Donc ouais, il y a pas vraiment d'équipe si sereine que ça et qui maîtrise son sujet. Bon, maintenant, voilà, l'Espagne a l'expérience, la Serbie, ben, on a quand même les équipes, les usual suspects qui seront là au tour suivant. Mais je vais dire que l'Espagne, si tu finis pas premier de ton groupe, c'est peut-être pas Un mauvais tirage. un mauvais tirage, ouais. Ouais, et l'Espagne qui a pu s'appuyer quand même sur 2 des 3 matchs, parce que contre la Serbie, elle est passée à côté. Sur Megan Gustafsson, on se disait que c'était pas. Enfin, on se demandait quel type d'impact elle aurait, parce que voilà, Megan Gustafsson naturalisée sportivement il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a fait un match à 29 points contre la Chine. Elle a fait un match énorme. Un match à 18 points contre Porto Rico. Après, elle était très discrète contre la Serbie, mais c'est un facteur intéressant quand même, parce que c'est une arme dont ils disposaient pas, dont les Espagnols ne disposaient pas jusque-là. Et c'est le genre de joueuse que j'aimerais pas affronter non plus, parce que on sait à quel point ça peut être efficace dans une rencontre même en FIBA. Donc, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que on va jamais prendre le risque de dire de sous-coter les Espagnols, de pas s'en méfier. Mais ça peut être un 3 sur 3 en petit trompe-l'œil, parce que le niveau de compétition n'est pas évidemment le même que celui du groupe C avec la Belgique, où voilà, le niveau est juste dingue. Donc on se méfiera toujours des Espagnols, mais je suis assez d'accord. C'est pas quitte à prendre un premier, quitte à prendre une équipe première de groupe, je préférais que ce soit que C'est ce ça. soit l'Espagne.
Voilà. Ouais, c'est ça. Donc dans ce groupe, je le rappelle, l'Espagne en tête est qualifiée, la Serbie également deuxième est qualifiée pour les quarts de finale, et la Chine a de bonnes chances, en tout cas de très bonnes chances d'être qualifiée avec le point avérage de -1. On peut passer au groupe B, donc celui de l'équipe de France. Les Bleus, comme on le disait en intro, pour l'instant tout va bien, presque étonnamment, on est avec notre nature défaitiste et pessimiste nous poussait, notamment avec Gis lors de la preview, à dire qu'on savait pas trop à quoi s'attendre et qu'on n'avait pas d'ambition démesurée, qu'il y avait des équipes qui nous paraissaient assez nettement supérieures. Dans ce groupe, les Bleus pour l'instant ont fait le job. Les Bleus ont battu le Canada et le Nigeria sur le même score à chaque fois, 75-54. Et en montrant des plutôt bonnes choses, de mon point de vue, c'était collectivement solide. Il n'y a pas eu besoin. Je vais te dire ce qui m'a plu, ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a pas eu besoin de one woman show. Il n'y a pas eu besoin qu'une fille marque 30 points à chaque match, 25 points même. C'est très bien réparti. C'était solide défensivement, comme j'en reviens aux garçons, comme l'auraient souhaité les garçons avec le fameux projet défense vendu. Là, pour le coup, Jean-Aimé Toupane avait dit vouloir s'appuyer sur une grosse défense, et ça défend bien parce que tu ne prends que 54 points contre le Canada et contre le Nigeria. Alors, le Canada est un peu décevant, on va pas se mentir, on les pensait un peu plus prêtes que ça. Mais globalement, j'ai trouvé cette équipe de France convaincante. Ça faudra nuancer par rapport ou réajuster l'estimation par rapport au dernier match contre l'Australie, parce que l'Australie va jouer sa vie contre les Bleus, et on sait ce que ça peut donner des Australiennes en mission. Mais en tout cas, à l'heure où on enregistre cette vidéo, la France est en tête et plutôt convaincante. Je sais pas ce que tu en as pensé, Flo. Si, on est. C'est vrai qu'on a été pas mal critique. D'ailleurs, on nous l'a dit, et c'est sans doute vrai dans l'impression que ça donnait. Après, ce qu'il y a, c'est que je pense que c'est parce qu'on est beaucoup plus vite rentré dans l'analyse du contenu avec la France, parce que c'est une équipe qui nous intéresse de très près, et qu'en fait, on connaît les qualités, et donc on s'intéresse plus vite aux défauts et aux failles qui peuvent manquer. On les a pas vus. En tout cas, il y en a certaines dont on pouvait avoir peur qu'on n'a pas vu. Donc, comme tu l'as dit, il y a une bonne alchimie collective. Je trouve que le deuxième match contre le Nigeria, du coup, est celui qui est le plus convaincant, parce que celui contre le Canada, on savait que tu pouvais avoir une grosse défense. T'as mis ta grosse défense en place. Le Canada a pas une meneuse capable de porter la balle. Donc voilà, t'as mis ta presse, tu les as écrasés. Il n'y a pas grand chose de plus. Avec le 23-2 du deuxième carton qui a quand même. Ouais, c'est ça. ça a quand même bousculé la physionomie du match. Ouais, c'est clair. Le match contre le Nigeria, ce qui est bien, c'est que en plus, on a vu offensivement, tu vois, on s'est beaucoup plaint de l'utilisation d'Iliana Rupert. Elle a pas 50 minutes sur le match, mais on l'a vu dans le registre dans lequel on aime bien la voir, c'est-à-dire que t'en feras jamais une rim protecteur, une rim runner, c'est pas son rôle. Par contre, là, elle a été plutôt bien utilisée, donc ça c'est rassurant. Maintenant, voilà, quand les matchs se durciront, on peut jamais trop savoir, parce qu'on a quand même encore des doutes sur certaines choses, mais encore une fois, on a des doutes parce qu'on estime que cette équipe est sur le papier le deuxième meilleur roster de la compétition. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a des doutes, parce qu'en fait la France, on va pas se mentir, on veut une médaille, en fait, c'est ça le truc. Après, ce qui est bien, c'est que je trouve que, bon, alors encore une fois, on va pas vendre la peau de l'ours de rien du tout, mais tu vois, on l'a dit, avec la Serbie, l'Espagne qui sont quand même moins fortes qu'elles n'ont pu l'être par le passé. La Belgique, on va en parler juste après, qui est quand même la fenêtre pour réussir à se qualifier est très fine. Il y a quand même beaucoup d'équipes, l'Australie hyper décevante. Enfin voilà, je trouve que, alors ça veut pas dire que c'est tout droit à la médaille pour la France, loin de là, parce que tu peux tomber sur un quart piège contre une équipe, l'Allemagne, contre éventuellement, je sais pas moi, la Serbie qui garde quand même toujours sa coach d'expérience, et voilà. Mais je trouve que la fenêtre s'est peut-être élargie par rapport à ce qu'on voyait en preview pour l'équipe de France, à la fois parce qu'on a des adversaires qui piétinent un peu, et à la fois parce que la France nous rassure sur beaucoup d'aspects. Et donc ça c'est bien, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a collectivement que c'est très bien. Individuellement, j'aime bien parce que pour l'instant rien n'est forcé. T'as raison, il y a aussi Iliana Rupert, ça fait plaisir sur le deuxième match de la voir, même un peu moins d'un quart d'heure, mais de la voir déjà sortir du banc, parce que c'était un peu la déception du premier match. Et même donc les individualités parmi les titulaires, il y a quand même c'est-à-dire que là, la compète qu'est en train de faire Gabby Williams, par exemple, là en playmaking, en mission, en playmaking, c'est très fort athlétiquement, défensivement, elle fait absolument tout.
C'est sûr que sur Twitter, on va plus mettre en avant les passes aveugles de Marine Johannes qui sont superbes. Hein. Elle a fait des séquences encore très haut niveau, mais le niveau de Gabi sur cette compétition des deux côtés du terrain, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment, comme tu l'as dit, en mission. Et globalement, l'équipe de France est pour l'instant très, très plaisante. J'ai hâte du dernier match contre l'Australie pour... Là, j'ai pas envie de m'enflammer parce que j'ai tendance à m'enflammer rapidement, à me dire ça y est, c'est bon. Là, je vais rester prudent parce que ça changerait les choses. Déjà, en perdant contre l'Australie, déjà tu finis deuxième du groupe et tu peux donc te manger un premier de groupe et ça change totalement la donne. Tu parlais de l'Australie, Flo. Il y a ce premier match contre le Nigeria qui était apocalyptique. La défaite, alors les Nigérianes n'ont rien volé, hein, elles ont même mené sur l'essentiel de la rencontre. Mais voir cette Australie-là, certes privée de Bec Allen, mais déjouée à ce point, et alors certes revenir un peu sur le deuxième match en étant un peu plus convaincante, mais c'est pas non plus incroyable. Moi, c'est l'une des grosses surprises. Je m'attendais pas à ce niveau de prestation de la part des Australiennes. Je touche du bois pour pas que ce que je dis les incite à nous dégommer dans quelques heures, mais pour l'instant c'est ma grosse déception du tournoi. Ben oui, mais ce qui est tuant, c'est que elles ont une faiblesse qu'on avait pointée quand on avait fait les previews, qui était à savoir la grosse inexpérience de leur meneuse. Et le Nigeria, du coup, a su vraiment appuyer là-dessus directement. Je pense que c'est un schéma que vous pouvez clairement reproduire avec votre intensité, donc ça c'est bien. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que ok, t'as ce problème-là, mais ça doit pas impacter à ce point le match, quoi. Ça peut pas être un défaut qui fait vraiment s'écrouler tout. Et je trouve que là, il y a peut-être eu un peu de suffisance de la part de l'Australie, qui d'ailleurs se sont repris dans le deuxième match, du coup, en gagnant contre le Canada. Sans jouer de manière incroyable non plus. Maintenant, le talent sur le papier, il reste quand même là, et l'Australie qui joue sa vie, voilà. Moi, je pense que la France doit absolument pas se dire on est qualifié. Elle doit se dire que si elle perd, elle prend les États-Unis. Ce qui est peut-être pas le cas. Hein. Exactement, je suis d'accord. C'est peut-être pas le cas, hein. Il n'y a pas le tirage, et je pense que même si vous finissez après, de ce que j'ai vu, parce qu'il y a quand même des probabilités, machin, il y a quand même la Chine qui a de grosses chances de les prendre. Mais si vous perdez, il faut quand même se dire que c'est pas le bon plan, quoi. Je suis complètement d'accord, c'est l'approche que doivent avoir les Bleus, parce que c'est toujours ce qui me fait peur quand il y a deux victoires, t'es sur un petit nuage et puis tu dis bon bah le dernier dans tous les cas on est déjà qualifié, si on perd contre l'Australie personne va gueuler parce que ça reste l'Australie, et puis derrière tu peux te manger un quart de finale complètement piège et ça change tout, parce qu'une fois que t'es en demi, bah, là on est sur des Jeux Olympiques, donc là la troisième place elle est quand même importante, et la possibilité de médaille voilà, c'est très différent, même encore plus que d'un championnat du monde. On se rappelle plus d'une médaille olympique que d'une troisième place sur un mondial ou sur un Eurobasket, donc clairement. Donc je me méfie évidemment de l'Australie. Alors, tout le monde peut encore se qualifier dans ce groupe, c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que si le Canada remporte son match contre le Nigeria et que la France bat l'Australie, les Canadiennes peuvent totalement se qualifier malgré un point d'avérage de moins 26 pour l'instant, donc elles ont intérêt quand même à réussir un score contre le Nigeria. En tout cas, ça va. On saura assez rapidement qui va sortir de ce groupe-là, qui sera meilleur troisième. C'était un groupe assez dense en tout cas. Et je suis déjà content que j'avoue que les Bleus se soient pas mis en difficulté, ne serait-ce que pour la qualification. Et même, même si on ne peut pas prédire ce qui va se passer ensuite, c'est déjà un bon démarrage. Et j'espère que contre l'Australie tout à l'heure, ça va le faire. On peut passer à la Belgique, Flo. C'est un peu... Alors c'est pas terminé. Les gens qui regardent le classement forcément voient États-Unis et Allemagne déjà qualifiés avec 2 victoires chacune et qui vont s'affronter limite en match de gala pour le dernier match de la poule. Et la Belgique 3e avec moins 27 devant le Japon moins 37. On savait que ce groupe était impitoyable, et je me souviens, tu l'as martelé plusieurs fois d'entrée dans les previews, même avant, tu me disais le match contre l'Allemagne tout de suite là, il va tout déterminer, et malheureusement il y a eu cette défaite 83-69 qui a fait mal parce que les Allemandes ont été impressionnantes, parce que les Belges ont été en difficulté et incapables de reproduire leur jeu habituel, ce qui fait leur force. Et du coup derrière ça te fait que c'est déjà un match contre les États-Unis qui est, enfin, entre guillemets, tu dois espérer faire quelque chose, mais tu peux pas. Et elles ont fait une prestation magnifique contre les États-Unis, mais ça n'a pas suffi. Défaite 87-74. Flo, cette situation pour la Belgique, ce tournoi olympique, qu'est-ce que, voilà, en tant que Belge, qu'est-ce que t'en retiens pour l'instant?
Ben, pour le moment, si on regarde d'un point de vue comptable, c'est compliqué. Et on pourrait dire que c'est une déception. En fait, quand on regarde dans le contenu du match, la Belgique, elle a fait un mauvais carton. Ouais, contre l'Allemagne. Elle a fait un carton moyen. Après, elle fait une deuxième mi-temps contre l'Allemagne très bonne, Ouais. plutôt bonne, mais le mal est fait. Enfin, t'as pris le bouillon, l'écart il est fait en première mi-temps largement quoi. Donc après c'est un peu trop tard, t'as pris le bouillon. Et le match contre les États-Unis, il est juste excellent quoi. Il est excellent parce que tu prends 13 points et encore tu prends 13 points parce que Sabrina Ionescu te met un shoot à la fin parce qu'elle n'était pas été contente que, je sais pas, qu'il y ait plein de Belges dans la salle. En même temps, je sais pas, on est à Lille. Parenthèse, mais quelle ambiance. Alors j'étais pas dans la salle, mais juste à la télé, c'était invraisemblable. Le bruit, il y a tout. On se croit, voilà, on serait vraiment cru de retour à Anvers. Le clapping de fin de match, ouais, mais il y a encore plus de monde qu'à Anvers. Hein. Bah oui. Parce qu'à Anvers, je pense que j'ai pas les chiffres, mais on devait être entre 15 et 20 000. Et là, tu dois avoir, c'est quoi, c'est 20, presque 27, 27, ouais. 27 et je pense qu'il était plein à craquer pour Belgique-USA. Donc le clapping en fin de match avec le public qui était franchement acquis à la cause des Belges parce que entre l'énorme délégation belge venue sur place, puis je pense beaucoup de Français qui étaient quand même là pour supporter les voisins. Donc je pense que l'ambiance, les Belges ont joué à la maison avec quand même dans ce stade. Avec le début de match, surtout que tu as le premier carton où il y a 23 partout. Le niveau de jeu est totalement dingue. Enfin, la Belgique a joué encore ce basket qu'on adore, génial dans la simplicité, mais du coup l'ambiance était encore. Enfin, là pour le coup, ça devait être vraiment fou d'être sur place et de voir ce niveau de jeu avec cette ambiance en plus. Là, j'ai vu des articles qui avaient l'air de dire que c'était le match où il y avait eu le plus d'ambiance dans la salle, donc tout tournoi confondu. Ouais. Moi, j'étais pas là, mais je prends. Ça a l'air pas mal. Mais non, le match était excellent. Après, il y a des trucs, on n'est pas étonné, quoi. On se fait complètement manger au rebond. On se fait manger dans l'intensité, dans les pénétrations et tout ça, où les États-Unis ont eu énormément de lancers, mais tu peux rien faire contre ces filles-là. Enfin, je veux dire, ça fait partie du jeu. Par contre, on a réussi à développer notre jeu. Collectivement, il y a des coupes, le jeu de la Belgique, quoi, tout en mouvement, avec une rapidité. Enfin, j'ai trouvé que le niveau d'intensité, de rapidité dans les passes, dans les déplacements était encore plus élevé. Je pense que les filles ont su qu'elles devaient élever leur niveau de jeu comme jamais, et elles l'ont fait. Donc voilà, on reste globalement à une dizaine de points. Donc à la fin, ça termine avec moins 13. Ça fait moins 27 au total. J'ai envie de dire que en soi, la Belgique garde son destin en main. Ouais. Dans le sens où si elle gagne de 27 contre le Japon, elles sont d'office meilleures troisième que les Chinoises. C'est vrai. Donc là, ça c'est une certitude. Et après, si tu gagnes, je sais pas, de 20 points, t'es sûr que t'es derrière la Chine, mais il faut voir ce que feront l'autre troisième dans le groupe B. Donc de toute façon, l'avantage c'est que la Belgique, enfin l'avantage et le désavantage, mais la Belgique joue premier, joue à 11h contre le Japon. Donc juste à mon avis, ça joue pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Il faut gagner, parce que de toute façon, si tu gagnes pas, t'es quatrième, donc là, la question se pose pas. Il faut gagner contre le Japon, et il faut en plus gagner du plus grand score possible pour essayer de réduire ce déficit au niveau du plus-minus du score, quoi. Ouais. C'est possible, c'est faisable. Le Japon n'est pas sur un gros tournoi. On l'avait un peu senti venir. C'est compliqué, surtout dans un groupe aussi hard que celui-là. Pour revenir sur le match contre les États-Unis, en fait, ce qui est déprimant quelque part, parce que moi j'étais devant le match, je me dis c'est bon, elles vont peut-être pouvoir le faire. Ça m'a rappelé le fameux match à Anvers et tout. Sauf que à Anvers, il y avait quand même une rotation un peu moins violente du côté des États-Unis, où sur un carton et demi, tu tiens en respect certaines des meilleures joueuses, la plupart des meilleures joueuses du monde. Tu te dis ça peut le faire, et puis hop, t'as une rotation et puis tu te remanges une escouade et deux escouades même après sur la troisième rotation qui sont capables de battre n'importe quelle équipe quasiment les mains dans les poches. Donc avec des profils hyper dominants à l'intérieur, tu te manges Brittney Griner, t'as Aja Wilson, Brianna Stewart, et quand ça tourne, tu te dis un peu de répit, il y en a une qui sort et puis finalement elle passe plus par le secteur arrière. Ah bah tiens, Jewel Lloyd, tiens, amuse-toi un peu. Ah, Sabrina Ionescu, amuse-toi un peu. Et je parle même pas de toutes les autres. Enfin, c'est la profondeur qui est indécente et qui fait que les exploits sont quasiment impossibles. Et du coup, ça ne doit rien enlever à la super qualité des matchs qu'a proposé la Belgique. Et du coup, on peut se dire, il y a un peu le pas de chance au tirage aussi, parce que tu peux avoir un accident contre un adversaire comme l'Allemagne. Regarde, les Australiennes, elles ont eu un accident, gros accident certes contre le Nigeria, mais elles sont encore dans la compétition, quoi.
Ouais, c'est clair. Mais c'est marrant, c'est qu'il y a énorme profondeur des USA, mais c'est quand même offensivement principalement A'ja Wilson et Breanna Stewart Ouais. qui ont un peu tout fait. D'ailleurs, ce duo, C'est c'est un- qu'est-ce que tu... c'est catastrophique à défendre. Qu'est-ce que tu veux Enfin, faire? je veux dire, t'en as une en 3, l'autre en 4, ou une en 4, l'autre en 5. C'est, bah voilà, c'est. Après, on le sait, hein, on le sait. Mais ouais, et quand même, sur ce groupe, dire un mot de l'Allemagne, Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'Allemagne. où Satou Sabali, c'est quand même pas mal cette histoire. Elle est censée ne pas être à 100%, elle n'est pas à 100%. Je me souviens qu'avant le début du match contre la Belgique, les analystes américains regardaient un peu, ils disaient son langage corporel, on voit qu'elle est gênée, parfois elle semble boiter sur des appuis et tout. Bah voilà, on a vu. Hein. C'est la Belgique malheureusement qui boitait derrière et elle fait un match à 33 points après aussi, c'est ça? 3 points contre le Japon, ouais. Oh là là, enfin c'est... Après, le Japon, pour le coup, il y a personne qui athlétiquement peut Ouais, faire quoi que ce soit. c'est clair. Mais non, ce qui est assez dingue avec Satou, on avait dit en preview, je pense que hors Team USA, euh, l'Allemagne et la Belgique étaient les deux équipes à avoir aussi une joueuse potentiellement top, allez, top 10, top 15 mondiale, quoi. Ah oui, bah ça y est, ça tout... Tu vois. Satou, elle est dans le club, Emma, elle est dans le club, et donc des filles qui ont, entre guillemets, le niveau individuel de certaines filles de Team USA. Ouais. Je veux dire, tu n'as que l'Allemagne et la Belgique pour moi qui en ont. Je réfléchis pour ne pas dire de bêtises dans les autres équipes, mais même Maisie McBegor en Australie, c'est encore pour moi un peu un cran en dessous. Elle reste dominante défensivement et c'est pas encore, Ouais, voilà, elle est pas encore c'est tout. ça, Ouais. c'est ça. Mais en plus, la grosse différence, c'est que Emma, c'est dans la technique, c'est dans la tactique, dans la propreté, tout ça. Satou, elle peut mettre une dimension athlétique que là, pour le coup, il y a que Team USA qui peut mettre, et éventuellement Gabby Williams chez vous. Et pour le reste, je vois pas vraiment de joueuse qui peut matcher avec cette dimension athlétique. Et donc, c'est très compliqué. Et dans ce contexte-là, oui, l'Allemagne s'est mangée. D'ailleurs, le États-Unis-Allemagne, je pense ça va être sympathique. Je suis curieux de voir ça tout justement sur ce match contre l'Allemagne. Bon, les Allemandes vont quand même le jouer, hein, je pense. Elles vont essayer de, pourquoi pas, embêter les Américaines, mais bon, elles sont C'est déjà la question que je me suis posée, si Ouais. elles allaient se dire, tu vois, parce que leur coach, c'est l'ancienne coach du Canada, c'est Thomas Idis. Ouais. C'est quand même pas, elle est pas née de la dernière pluie. Elle sait très bien qu'un match contre Team USA, ça sert absolument à rien. Donc après, tu dois quand même faire gaffe parce que ouais, non, le différentiel de points est trop méchant, tu peux pas te faire remonter. Normalement, ça devrait aller normalement, mais ouais, moins 27 à plus 25, tu peux pas. Non, il y a un différentiel de 50, c'est pas possible. Mais donc voilà, est-ce que au contraire, elle fait tourner pour reposer ses joueuses en se disant l'essentiel, il n'est pas au niveau des États-Unis, ou est-ce que tu te dis que tu es sur une dynamique de fou et que tu as vu la Belgique qui a regardé un peu droit dans les yeux les États-Unis et que tu te dis que toi aussi tu veux t'offrir ton moment de gala, je sais pas. Je pense que ça peut dépendre aussi de comment tourne le match, tu vois, et peut-être après 2 cartons te dire bon là on est déjà à moins 15. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je pense que le début de match, si elles voient qu'elles sont dans le coup en début de match, comme l'ont été les Belges par exemple, elles vont effectivement jouer le coup à fond et peut-être insister avec Satou au niveau du temps de jeu. Mais si ça part vite en cacahuète, à mon avis, elles vont privilégier le repos pour s'assurer d'être performantes en quart de finale. Elles savent déjà qu'elles jouent pas les États-Unis en quart. C'est quand même un luxe que d'autres équipes n'ont pas. Et toutes les autres équipes sont théoriquement prenables, entre guillemets, toujours. Hein, mais quel que soit le futur adversaire, il y a une chance de qualif, alors que d'autres vont peut-être tomber sur les États-Unis en sachant qu'elles n'iront pas plus loin, malheureusement. Donc mais en tout cas, c'est une bonne. Alors, c'est pas une surprise parce qu'on avait quand même senti venir cette espèce d'ascension de l'Allemagne avant le tournoi. Il y avait quand même des interrogations. Hein, c'est la première fois qu'elles arrivent avec ce statut-là. Il y a eu la blessure de Nira Sabali au premier match qui a fait un peu peur à tout le monde sur les capacités de l'Allemagne, mais c'est en train on voit bien la nation que c'est en train de devenir. C'est une nation clairement émergente. Si à chaque fois, si même une compète sur deux, elles ont Satou Sabali, voire les deux sœurs, et que les joueuses autour se développent, quand même des joueuses qui connaissent bien le basket européen, plus un peu d'expérience de WNBA, là, Léonie Fibisch, Louisa Geisel-Soder, voilà, il y a des joueuses autour qui sont quand même d'un niveau très intéressant, et moi j'aime bien voir des nations émergentes comme ça arriver et donner un peu plus de densité aux compétitions. Voilà, dans un Eurobasket maintenant, tu sais que l'Allemagne faut faire gaffe, quoi. Le prochain Euro, attention. Ah ouais, c'est ça. Avant, il y avait un peu les usual suspects. On savait qu'il fallait se méfier. Espagne, Serbie, Belgique, France. Là, maintenant, on peut rajouter cette équipe-là qui, à mon avis, va s'installer.
Un petit mot, malheureusement, là, on va revenir sur du négatif avec l'équipe de France, alors que je le souhaitais pas, mais il faut en parler parce que c'est du basket joué par des filles et qui avait une grosse ambition de médaille pour l'équipe de France féminine en 3-3. Il n'y a même plus de suspense, c'est-à-dire que l'équipe de France est déjà éliminée. C'était une poule unique, si vous n'avez pas suivi. Poule unique de 8 équipes, avec les 6 premières qui étaient qualifiées, ou en tout cas les 4 premières qualifiées et les 2 d'après qui passaient par un barrage, c'est ça, si je dis pas de bêtises, Flo? Non, c'est après. Non, c'est les deux premières. Pardon, les deux et premières. puis après les places 3 à 6 qui sont passées Voilà. par un quart de finale qui a lieu hier soir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc Les l'équipe. 2 dernières places, les 7 et 8 de la poule éliminée. Donc les 2 équipes éliminées sont l'Azerbaïdjan en 7e et la France en 8e. C'est ça. Donc la France finit dernière du groupe. Alors pour être plus précis, en fait, de la place 6 à 8, les 3 équipes avaient 2 victoires. Ouais. Mais ça se joue, je suppose, au total de points, et la France, c'est celle qui a le plus faible total, en fait. Ouais. Donc au final, c'est la Chine qui passe, tout juste. Ouais. Et qui a été se faire punir par les États-Unis hier en quart de finale. Même si les États-Unis, au final, ont aussi très mal commencé leur tournoi. Ouais. 2 défaites en 2 matchs pour commencer, comme les Bleus. Ouais. Elles ont démarré sur 3 défaites d'affilée. Ouais. Et puis après, depuis, elles ont tout gagné. Elles sont sur 5 victoires de suite, du coup, je pense. Ouais, parce qu'il y a eu les 4 de suite en poule, et puis derrière, elles ont remporté leur elles quart ont remporté de finale, donc le quart de finale hier contre la Chine. Donc finalement, les États-Unis. Je te propose, on peut peut-être vite parler des États-Unis, comme ça. Après, bien sûr. À la France après. Les États-Unis qui ont commencé en jouant très mal, en fait. Ouais. On s'est rendu compte de 2 choses. Déjà, on s'est rendu compte que dans le groupe, il y avait des joueuses qui n'étaient pas trop adaptées au 3-3, ou qui en tout cas devaient découvrir les disciplines. Je pense principalement à des Erika Mbi qui a été un peu invité de dernière minute avec la blessure de Cameron Brink, et qui était, je rappelle que pour participer au 3-3, il faut avoir des points, pour avoir fait des compétitions en 3-3, et donc avoir des points de ranking, et donc en fait, des Erika Mbi était quasi une des seules joueuses qui pouvait remplacer Cameron Brink. Il y avait elle, et alors il y avait toutes des joueuses universitaires, et donc ils ont préféré prendre une joueuse pro et un peu, à mon avis, référencée. Il se trouve que du coup, dans les premiers matchs d'Erika Mbi, ça allait pas du tout. Ouais. Elle mettait pas de vitesse, elle venait jouer des post-up. Enfin, elle jouait le jeu qu'elle a l'habitude de jouer en 5-5, mais qui va pas du tout en 3-3. Du coup, le jeu des États-Unis était complètement lent, sclérosé. Il y avait pas de mouvement. Surtout qu'en plus, ajouter à ça le fait que Ryan Howard, qui est quand même une All-Star en WNBA, galérait aussi énormément. C'était les deux joueuses WNBA galéraient beaucoup, quoi. Mais qui devait découvrir le 3-3 aussi d'ailleurs. Ouais. Hein. Donc c'est pas les mêmes rythmes, c'est pas les mêmes timings de shoot. Elle, c'est principalement qu'elle rentrait rien. Ouais. Donc voilà, donc les premiers matchs, il y avait un peu Ellie Van List tout seul. Mais petit à petit, faut rappeler aussi que c'est une équipe qui du coup n'a jamais joué ensemble avant la semaine passée, vu que Erika Mbi et Ryan Howard, elles étaient encore au All-Star Game. Donc je veux dire, c'est une équipe qui a dû avoir, je sais même pas si elles ont fait plus de 3 ou 4 entraînements avant la compétition en fait. Donc fatalement, il y avait aussi des automatismes à trouver, et ce qu'il y a avec cette équipe, c'est qu'il leur a suffi de 3 matchs de poule perdus pour se remettre en avant. Alors c'est pas encore l'équipe qui produit le jeu de 3-3 le plus beau, le plus léché, comme on peut voir d'autres équipes comme le Canada qui fait une très belle compétition. Mais par contre, voilà, ça s'est mis à gagner. Et hier contre la Chine, Erika Mbi, elle a tout fait. Elle a pris un nombre complètement incalculable de rebonds. Et je me demande si à la fin, c'est même pas elle qui met le 2 qui clôt les débats. En tout cas, elle l'a fait contre l'équipe de France, en tout cas. C'est elle qui a mis le panier de la guerre. C'est à partir de là, j'ai l'impression que les Américaines sont vraiment montées en puissance. Et Après, je sais pas si on sait avoir les temps de jeu. J'ai l'impression que Erika Mbi reste globalement celle qui joue le moins. Parce que c'est vrai que c'est pas avec elle que l'équipe tourne le mieux. Mais ça va quand même nettement mieux. Et entre autres, dans l'impact physique, les rebonds et tout ça, elle arrive quand même à reprendre plus ou moins ce rôle d'intérieur qu'aurait pu avoir Cameron, même si évidemment c'est pas du tout pareil et que la compétition aurait pas du tout été pareille avec Cameron Brink. Non, c'est sûr. Et du coup, voilà, les États-Unis ont réussi à terminer 3e, ont pris la Chine en quart de finale, ont rien laissé au hasard parce que hier, si je regarde, elles font 21-13 contre la Chine. C'est ça. Donc voilà. Et donc en demi-finale, elles affronteront, si je ne dis pas de bêtises, l'Espagne. L'Espagne pendant que le Canada sera opposé à l'Allemagne, qui elle aussi est en demi-finale. Donc Canada qui a finalement fini 4e
de la poule, ce qui m'a un peu étonné parce que en fait j'ai vu les premiers matchs du Canada, j'ai pas vu la suite, donc je sais pas ce qui fait qu'elles ont descendu. Les premiers matchs m'avaient vraiment impressionné et d'ailleurs hier en quart de finale, le Canada a complètement écrasé l'Australie 21-10. Donc il y a un petit Allemagne-Canada en face. Alors est-ce qu'on aura un États-Unis-Canada en finale? Je pense. C'est possible, mais ça se profile à mon avis. Hein, mais bon, l'Allemagne a super bien joué le coup aussi, donc l'Allemagne présente impressionnante en 5-5 et en 3-3. Ouais. À noter. Et donc Allemagne-Canada et États-Unis-Espagne pour les demi-finales. On peut revenir malheureusement du coup sur l'équipe de France dont on espérait au moins une qualification pour la suite de la compétition, mais qui a fini tout en bas. C'est décevant à plein d'égards. À la base, la France est une des meilleures nations du monde en 3-3, en tout cas là sur les 4-5 dernières années. Je veux dire, individuellement, on a eu des joueuses comme Laetitia Guapo qui était dans les rankings numéro 1 ou toujours dans les meilleures joueuses du monde. Collectivement, il y a quand même des étapes de Coupe du Monde qui ont été remportées par la France. En tout cas, elles étaient toujours dans le coup. Il y a eu cette décision qui avait été beaucoup commentée à l'époque de demander, la Fédé a demandé aux joueuses, aux 4 joueuses concernées, de mettre entre parenthèses leur carrière en 5-5 parce que toutes les joueuses concernées sont des joueuses professionnelles de 5-5. C'est-à-dire que Laetitia Guapo à Bourges, notamment, Marie-Ève Paget, qui a l'habitude aussi en 5-5, Myriam Djekoundadé, Hortense Limousin, c'est des joueuses professionnelles de 5-5. Et pendant un an, elles ont dû se consacrer au 3-3. Ça a malheureusement pas fonctionné parce que le but c'était ces Jeux Olympiques et que on sait pas ce qui s'est. Enfin, si, c'est pas qu'on sait pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elles ont très souvent été dans les matchs, elles n'ont pas pris 7 raclées, elles ont perdu plusieurs matchs sur le fil. Il faut dire que le niveau global de cette discipline en 3-3 a beaucoup augmenté. Il y a des nations qui étaient anecdotiques avant et qui là pour les Jeux Olympiques étaient totalement prêtes. Ce qui fait que la concurrence était accrue et que ça a été plus difficile pour les Bleus. Enfin, je vois l'Azerbaïdjan qui certes n'est pas qualifié là, mais récupère Tiffany Hayes juste avant le début de la compétition, ça peut aider un peu, mais il y a plein de nations comme ça qui à la base les Françaises battaient régulièrement, fréquemment, et là sur le coup ça n'a pas fonctionné. Il y avait un peu de pression très certainement, on voyait les filles très très touchées après chaque défaite, on a vu des larmes, on a vu la difficulté à contenir ses émotions, ce qui est bien compréhensible, et c'est extrêmement frustrant parce que de se dire qu'elles se sont consacrées à ça pour au final ne pas passer le premier tour. On ne sait pas quelles conséquences il y aura après sur leur carrière en 5-5. J'imagine quand même j'espère qu'elles vont retrouver le cours de leur existence sportive comme il était avant cette expérience. Mais moi, ça m'a fait du mal de les voir enchaîner les défaites comme ça. C'est la grosse déception en basket féminin pour ces JO de mon côté. Mais ce qui est bizarre, c'est comme tu dis, c'est que la France a été dans tous ces matchs pratiquement. Ouais. Après, il y a quand même plusieurs choses. Je trouve que offensivement, c'est l'équipe qui a le moins scoré, donc je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai que le niveau de la compétition, on peut peut-être en toucher un mot, parce que le niveau en 5-5, un peu décevant. Je sais pas si c'est décevant, parce qu'en fait, c'est pas tant une question de niveau qu'il y a des équipes qui maîtrisent pas leur sujet. Tu vois, par exemple, l'Espagne peut proposer des séquences très bonnes, mais arrive à se faire remonter en fin de match. Il y a très peu d'équipes qui ont vraiment ce côté de. On sent qu'elles ont la main mise à un moment sur leur match et sur leur sujet. Donc en fait, c'est juste que tout peut se passer parce que voilà. Mais il y a quand même des équipes qui arrivent à proposer de la qualité, mais c'est vrai que c'est assez inégal. Là où en 3-3, enfin, je veux dire, toutes les équipes. Ça aurait pu tourner dans un peu n'importe quel sens, parce que même là, l'Allemagne qui a fini, je pense que c'est l'Allemagne qui finit première de la poule, ou l'Espagne. C'est l'Allemagne qui finit première. Moi, je l'ai trouvé hyper intéressante, j'ai trouvé qu'elle jouait bien, j'ai pas trouvé que... C'est pas celle qui m'a non plus fait la plus grosse impression, en fait. J'ai juste trouvé toutes les équipes super bonnes. Mais c'est vrai que les précédentes compétitions de 3-3, t'avais... je sais pas, 3, 4, 5 équipes vraiment qui survolaient à tout casser, et depuis le début, on savait toujours bien plus ou moins le pire parfois c'était de se retrouver avec la médaille en chocolat parce que si tu tombais pas sur la bonne équipe en demi-finale, mais en gros t'avais souvent un peu un top 3, top 4 qui dominait le truc. Ici cette année-ci c'est pas du tout le cas. Alors par rapport à cette décision de faire jouer les filles exclusivement en 3-3, ça avait des airs de bonne idée ou de fausse bonne idée. Enfin le souci c'est qu'il aurait fallu qu'il y ait un circuit de 3-3 avec vraiment beaucoup de compétition, mais je pense qu'il y a toute une période hivernale où il n'y en a juste pas du tout.
Donc ça c'est un peu compliqué. Après, si ça a aidé à développer certains tournois, certaines compétitions, et en fait le moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est pas les professionnaliser juste elles, il faut développer un circuit professionnel plus important. Après on est un peu trop à chaud pour faire l'autopsie. C'est difficile à dire si c'est à cause de ça en plus, parce que encore une fois, comme tu l'as dit, la France a été dans tous les matchs, mais c'est sûr que c'est un facteur. Ce qui est possible, c'est que par exemple, le fait que le niveau mondial ait augmenté de façon globale, tu l'as peut-être pas vu venir du coup en fait. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Tu vois, mais d'un autre côté, c'est aussi des filles que tu joues pas en 5-5 certaines, donc je pense que c'est difficile à dire de savoir si tu pouvais le prévoir. C'est vrai que moi je suis surtout triste pour elles parce que c'est toutes des filles, comme tu dis, qui ont mis leur carrière entre parenthèses pendant un an pour rien en fait. Ouais. Et je voyais un message ce matin qui est, je trouve, assez vrai. C'est que, je veux dire, pour le moment, là, on est en train de prendre une overdose de sport pour les fans de sportifs multisports de façon globale. La France est en train de performer dans ces Jeux Olympiques comme rarement, en fait. Il n'y a pas un jour sans bonne nouvelle, sans médaille. C'est assez beau à voir d'un point de vue sportif dans tous les sports ce qui se passe. Et le basket, qui historiquement est quand même une des nations, un des sports dans lequel vous êtes quand même plutôt pas mal au niveau mondial, fait un peu tâche. En tout cas au niveau du 3-3 de façon globale et du 5-5 masculin. Pour le moment, il y a le 5-5 féminin qui tire le truil vers le haut. Mais on casse un peu l'ambiance, on va dire. Mais c'est un peu dommage parce qu'effectivement, c'est la fête à la maison. Enfin, je veux dire, il y a une espèce d'euphorie. J'ai même lu que les Parisiens redevenaient sympathiques, moi, donc je comprends plus rien. Alors, c'est-à-dire il y en a plein qui sont partis déjà, qui ont fui Paris. En pensant que ce serait l'apocalypse. Et effectivement, c'est vrai que l'atmosphère est plus. Alors moi, je suis pas dans Paris même, tu le sais bien, mais j'y suis allé quelques fois pendant les Jeux Olympiques. Et c'est vrai que l'atmosphère est cool. Alors c'est aussi lié probablement au fait qu'il y ait plein de victoires, que c'est pas tant le bazar que ce qu'on pensait. Hein. Forcément, à nouveau en tant que Français, on a envisagé le pire. Et pour l'instant, en tout cas, sur le strict plan de l'organisation et tout se passe bien, les résultats sont au rendez-vous. Je n'irai pas jusqu'à dire que les Parisiens sont devenus fréquentables. Attention, on va pas aller jusque-là. On va voir quand ils reviendront. J'ai lu qu'il y en a beaucoup qui regrettaient d'être partis en voyant que ça se passait bien. Tu vois. Après, il faut peut-être se demander si c'est pas parce qu'ils sont partis que ça se passe bien aussi, mais c'est autre chose. Mais donc voilà, c'est un peu triste du coup pour elles qui, à mon avis, n'ont pas du tout aussi bien vécu leur JO que plein d'autres athlètes. Je me suis fait une remarque, mais alors du coup, n'étant pas spécialiste du 3-3, même si je regarde quand même les compétitions, j'ai l'impression que la France, par rapport à d'autres équipes contre lesquelles on a perdu sur la phase de poule, j'ai l'impression qu'il y a un manque de taille en fait. C'est bizarre, mais pourtant c'est des joueuses qui sont spécialistes du 3-3 maintenant. Hein. C'est des joueuses, je le rappelle, Laetitia Guapo, c'est une des meilleures joueuses du monde en 3-3. Et les autres sont plus que décentes, hein, c'est pas la question. Mais la plus grande joueuse de l'équipe, elle est à 1,85, Myriam Djekundade. C'est pas une joueuse intérieure. Et j'ai l'impression que sur certains matchs, tu vois, par exemple, l'un des premiers matchs contre la Chine, les Chinoises, on sait qu'elles aiment avoir des joueuses de taille, mais c'était direct passe à l'intérieur, panier facile, et ça, les Françaises ont galéré. Et du coup, on a, tu le disais, la moins bonne attaque du tournoi, de la phase de poule. Et je trouve que ça a manqué un peu de taille. C'est pas forcément du talent, hein, parce que, encore une fois, j'ai le sentiment que si c'est la taille en centimètres ou juste plus athlétique, enfin, tu vois, une présence peut-être un peu plus costaud parce que tu vois, les États-Unis jouent pas spécialement avec des grandes. Bon, Derek Amby, c'est quand même un peu plus grand, mais c'est pas non plus une géante. Ouais, elle a 1,90, 1,90. Tu vois, mais moi je pense surtout c'est que vous avez des joueuses qui sont là pour tu vois, par exemple, vous avez des shooteuses, mais il y a un moment il faut aussi une ou deux joueuses qui est capable de mettre l'écran, de la décaler dans la rotation, mais qui doit être à la fois physique et rapide parce que ça reste du 3-3, donc c'est pas des profils qui sont si simples que ça à avoir, mais je trouve qu'il vous manque peut-être une scoreuse plus consistante aussi. Ouais, que la plupart des autres équipes l'ont, ou en tout cas celle qui est capable de mettre les paniers décisifs. Tu vois, Hailey Van Lith avec Team USA, bon, Ryan Howard s'est mis à tout rentrer. Ryan Howard s'est mis à tout rentrer. Et même les autres nations ont globalement des filles sur lesquelles. Tu vois, c'est le fait de pas avoir réussi à être clutch qui a aussi posé des soucis dans les matchs très serrés. C'est toujours l'équipe adverse qui a pris le dessus, et presque à chaque fois avec leur joueuse majeure qui a fait une différence de ce point de vue-là. Donc bon. C'est décevant, c'est triste en premier lieu pour les filles. J'espère qu'elles vont, que malgré tout, l'expérience a été compliquée, mais j'espère qu'elles vont
qu'elles vont ressortir de ces JO pas trop affectées, et surtout qu'elles vont pouvoir reprendre chacune le cours de leur vie sportive dans leur club respectif, ou alors tenter encore de développer l'aspect 3-3. Mais il y aura quand même une introspection à faire pour la Fédé sur ce qui s'est passé de ce côté-là, parce que c'est évidemment moins médiatisé que le 5-5. S'il y a des katas en 5-5, ça se sait tout de suite, et il y a tout de suite des réunions de crise qui s'en suivent. Là, pour le 3-3, c'est dommage, parce que c'est une discipline dans laquelle il y a moyen de faire des choses pour la France. Et puis en plus, dire même sur le plan médiatique, c'est une discipline qui plaît beaucoup aux gens quand même. Les gens aiment regarder, parce que moi je prends l'exemple de ma fille, elle préfère regarder du 3-3 parce que c'est des matchs courts et très, très intenses, plutôt qu'un long match. C'est hyper accessible à comprendre. C'est très accessible. On a vu, moi j'ai adoré le rugby à 7 en début de compétition, même si je suis déjà fan de rugby à la base, mais ça marche bien. Et moi quand je vois ça, j'ai plus envie de voir de foot au JO. Mais complètement. C'est terrible. Mettez du mini-foot, mettez du five, quoi. Je suis complètement d'accord. Non, mais surtout, alors du coup, pour parenthèse sur le foot, mais quand tu vois l'équipe de France contre le Brésil hier, alors bon, match horrible, de niveau terrible, mais elles sont cramées, parce que enchaîner les matchs en 3 jours, c'est quand même pas non plus une habitude. De leur côté, et en five t'aurais des matchs courts, et là tu es obligé de te taper 90 minutes, 2 périodes de prolongation si ça va en prolongation, et il y a plein de matchs qui vont en prolongation là dans le tournoi féminin. Moi je milite évidemment pour le 5-5, que ce soit chez les gars ou chez les filles d'ailleurs. Ça rend, c'est plus dans l'esprit olympique, j'ai l'impression. Tu vois, ce qui est bien avec les JO, quelle que soit la discipline, c'est quand même de pouvoir se brancher sur un truc et savoir que tu vas pas y passer la journée, et tu vas pouvoir alterner avec d'autres disciplines. Tiens, je vais sur l'escrime. Parce que t'as la natation, t'as l'athlétisme, t'as un peu tout qui t'attend partout, quoi. Alors que le match de 90 minutes, voire 120 minutes, il te casse un peu le. Puis c'est pas le sport le plus, même le plus spectaculaire tout court, le foot. Puis il y en a toute l'année, c'est bon. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, et je dis ça en tant que pratiquant et fan de foot, donc mais sportivement, sur le plan olympique, pour moi, c'est un contresens aussi. Voilà pour notre petit tour du dimanche sur ce qui s'est passé, notre grand tour. Dans quelques minutes, probablement, après que vous ayez regardé cette vidéo, branchez-vous sur la Belgique. Sur le Belgique-Japon, on va soutenir à fond les Cats pour espérer un peu ce qui serait un petit exploit, parce qu'il faut déjà battre le Japon. On connaît l'historique de nos 2 nations respectives contre le Japon, c'est jamais simple. Et en plus, il faut les battre largement. Il faut déjà leur mettre 20 points, et puis après, advienne que pourra, on verra le reste. C'est ça. On suivra aussi les matchs plus tard dans la journée, avec le France-Australie, le Nigeria-Canada, et puis après on pourra vous dire plus précisément quels seront les adversaires. On espère, j'inclus la Belgique en espérant, je touche du bois, j'espère l'adversaire de la Belgique, et on connaîtra aussi l'adversaire de l'équipe de France au prochain tour. Flo, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Encore une fois, on touche du bois pour les Bleus, pour les Cats, et on vous dit à dimanche prochain pour un nouveau Swiss Brunch. Salut. Ciao.